Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes le 2 juillet et donc il est grand temps de parler des lectures que peut-être et modestement et humblement je vous conseille pour l'été. Alors, plusieurs livres, 6 livres à vous conseiller. Tout d'abord, un livre qui n'est pas nouveau, qui date de 1972, je crois, ou 74. 72. Alors c'est un livre en anglais, peut-être qu'il existe en français, je n'ai pas vérifié. Peaceful Reed, donc l'auteur, le livre Alive. Ce livre est tiré d'une enquête journalistique sur un fait qui peut-être vous connaissez, c'est la chute d'un avion uruguayen en 1972 dans les Andes qui transportait une partie de d'une équipe de rugby et leur famille. Donc je crois une quarantaine de personnes qui se trouvaient à bord de l'avion, une trentaine survivent au crash et la moitié vont périr au cours des 10 semaines où ces gens vont survivre dans le froid et dans la montagne. Et détail évidemment croustillant, appétissant si je puis dire, c'est qu'évidemment, n'ayant aucune nourriture, en tout cas c'était le détail qui avait fait frémir la chronique à l'époque, eh bien les survivants pour s'en sortir, pour survivre, ont mangé les cadavres des autres personnes qui étaient avec eux, qui étaient décédées. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, évidemment, c'est qu'il chronique au jour le jour ce qui s'est passé, et évidemment, par rapport à la survie, ce qu'on appelle deep survival en anglais, c'est-à-dire la survie profonde, la survie ultime, c'est-à-dire qu'évidemment, comment vous réagissez au choc, comment vous faites pour tenir le coup par rapport au fait que vous dites, bon, bah, on a survécu à un crash d'un avion, certains sont blessés, d'autres ont eu la chance d'être seulement légèrement blessés, et puis il y a toute cette approche mentale. Comment est-ce qu'on va s'en sortir par rapport à... Va-t-il y avoir des secours? Quand les secours ne viennent plus, est-ce qu'on garde espoir et on essaie de trouver des solutions, ou alors on déprime et on se laisse mourir? Il y a ce cas de figure qui est très bien expliqué. Et puis, bien sûr, il y a cette approche, effectivement, de survivre à tout prix, y compris celui de manger les cadavres. Alors, ils ont tué personne, donc ça va, mais manger les corps des gens qui est autour d'eux. Alors, ce qui est aussi très intéressant, moi j'ai trouvé deux choses très intéressantes dans cette approche, c'est que tout d'abord, les premiers à avoir réfléchi à manger aux cadavres, ils l'ont fait au bout de 3 jours. Et ils ont commencé à manger les cadavres au bout de 9 jours. Évidemment, ils n'avaient pas de nourriture, très très peu. Ils avaient quelques barres de chocolat, des bouteilles d'alcool, enfin vraiment pas grand-chose. Pour une trentaine de personnes, c'est vite terminé. Donc ils ont déduit que leur seule solution était de manger la viande qui était conservée par la neige, hein, donc qui ne devenait pas mauvaise. Et donc voilà, c'était la solution qu'ils ont trouvée. Et effectivement, ils ont réussi à reprendre des forces, à organiser un groupe de personnes qui a réussi à descendre dans la vallée jusqu'au moment où ils ont trouvé des secours et donc pouvoir sauver ceux qui étaient restés vers l'avion. Et donc ça c'est la première chose intéressante, c'est se rendre compte à quel point on va vite, en tout cas certains vont très vite, 3 jours. 3 jours, ils n'avaient pas encore faim. Le corps, il n'est pas encore en train de mourir de faim au bout de 3 jours. Mais au bout de 3 jours, déjà certains se disaient, bon, on n'a qu'à manger les corps. Et au bout de 9 jours, ils l'ont fait. 9 jours, c'est rapide. Pensez, 9 jours, est-ce que vous mangeriez le corps de vos amis? Parce que là, il s'agissait de membres de leur famille et de leurs amis. C'est pas des inconnus, c'est pas l'immigré clandestin que vous shootez, que vous bouffez en douce, quoi. C'est pas ça. Et là, c'est vraiment des gens qui sont proches. Et donc, c'était intéressant déjà de voir la rapidité à laquelle ça va, et cela nous ramène à des situations de survie atroces qui ont eu lieu pendant les guerres et les famines, où la réalité de notre monde, et peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur le cannibalisme, la réalité du monde humain, c'est que le cannibalisme, c'est bien sûr un tabou. Moi, j'ai ce souvenir d'un très, très bon ami à l'époque où je travaillais en Afrique, c'était un de nos vendeurs du Nigeria, il s'appelle Blessing, c'était un type très sympa qui venait de Kano, dans le milieu du pays, et on l'avait amené avec tous les autres vendeurs de l'équipe au Maroc pour, à la fin de l'année, célébrer les résultats et puis fêter tous ensemble le fait qu'on avait fait une très bonne année, etc. Et je me souviens qu'on l'avait amené à la Fantasia de chez Ali,
je crois que c'est bien chez Ali que ça s'appelle, qui est pas loin de Marrakech. Et donc, où il y avait où il y avait cette démonstration de la prouesse de ces Marocains avec les chevaux, et c'était très intéressant. Et il nous servait le méchoui, et ce méchoui est amené sur une immense assiette, où c'est du mouton qui est découpé, on voit des morceaux de côte, etc. Donc on ne distingue pas l'animal. Et quand il est arrivé, une de mes collègues, une Marocaine, je me souviens, Fatima, elle lui a dit qu'est-ce que c'est comme viande. Elle a rigolé en disant mais c'est de la chair humaine. Nous les musulmans on sert de la chair humaine. Évidemment c'est faux. Évidemment elle déconne. C'était une blague. Mais j'ai vu ces Nigérians faire les grands yeux. Vous savez parfois il y a dans certaines ethnies de l'Afrique de l'Ouest il y a une morphologie qui a des yeux assez globuleux. Moi-même j'ai un peu les yeux globuleux. Et lui, alors quand il y a eu ça, il a ouvert les yeux, mais horrifié. Alors évidemment, on a dû le rassurer, etc. Je suis pas sûr qu'il a mangé la viande. Parce que ça nous ramène à quelque chose d'extrêmement tabou et extrêmement interdit depuis longtemps, bien que probablement le cannibalisme ou l'anthropophagisme soit quelque chose de relativement normal dans la longue évolution de l'être humain. Nos cousins les singes mangent leurs semblables, et probablement nos ancêtres lointains mangeaient également leurs semblables, soit de manière rituelle, soit pour la survie, donc, ou soit leurs ennemis pour des questions mystiques et religieuses. Et en Afrique et dans d'autres pays du monde, notamment en Amazonie, mais aussi dans des endroits, on va dire, reculés, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça se fait encore. Et donc, pour cet Africain, c'était un rappel peut-être pas si éloigné à des époques où ça pouvait se faire, et qui sont quand même tabous. D'autant qu'en plus, c'était un chrétien évangélique, donc c'est particulièrement tabou et particulièrement interdit. Et donc, comme pour les cultures occidentales. Et pourtant, même en Occident, il n'y a pas si longtemps, pendant les grandes famines, je crois au XVIIe siècle, il y a eu des cas, donc c'est récent, on a eu des cas pendant la guerre de 30 ans également, on a eu des cas de cannibalisme en Europe assez fréquents. Encore plus récent, lorsqu'on a eu des famines en Europe, notamment dues aux guerres, par exemple le siège de Leningrad de 1941 à 1944, début 44 je crois, ou début 43 pardon, non, milieu 43, fin 43 même. Eh bien, pendant ces pratiquement 400 jours de siège, ou même 600 jours de siège, euh, il y a eu, en tout cas les soviétiques ont jugé et condamné à mort plus de 1000 personnes pour cannibalisme. Ça, c'est ceux qui ont été jugés et qui ont été attrapés. Donc on peut imaginer que dans les sièges, dans les guerres, les gens se résoudent à manger parfois leurs cadavres. Pendant une grande famine ukrainienne dans les années 30, on a des cas où les familles ont choisi, pour survivre et pour pouvoir faire d'autres enfants, de manger leurs enfants existants pour pouvoir tenir le coup. Et donc, évidemment, vous imaginez le mindfuck que c'est. Enfin, c'est une approche qui doit extrêmement nous déstabiliser. Mais enfin, ça arrive. Donc, ce livre le décrit très bien. Et donc, pour une histoire de survie extrême, chose qui normalement ne nous arriverait pas, parce qu'évidemment, toute l'idée de ma stratégie d'approche, c'est d'éviter des situations extrêmes. Mais enfin, les situations extrêmes, elles peuvent arriver. Le crash d'avion dans les Andes, demain matin, vous partez au bureau et votre avion se crache dans les Andes. Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas probable. Mais si ça devait arriver, en tout cas, c'est intéressant pour comprendre la psychologie, l'attitude, qui s'en sort pas. Et cette attitude est vitale, évidemment, dans la survie. Donc, c'est un livre que je vous conseille. Je pense qu'il doit exister en français, bien que ce soit un livre assez ancien. Euh, très, très bien écrit, comme les livres étaient très bien écrits dans les années 70 et avant. Donc voilà, Alive de Pierce Paul Reed. Ce qui me fait penser à la survie dure, je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu avant-hier et que j'ai lu d'une traite, qui est très très bien fait. Manuel de survie en milieu naturel de David Maniz. Alors David Maniz est que je ne connais pas personnellement, mais qui a l'air de quelqu'un tout à fait je ne sais pas si sympathique est le nom, mais en tout cas quelqu'un d'attachant, et certainement d'intéressant, qui s'y connaît dans son domaine, et donc qui a écrit enfin, parce qu'on l'attendait depuis longtemps, ce manuel de survie en milieu naturel aux éditions Amphora, qui franchement vaut la peine pour 22 euros, il est très très bien. C'est un livre qui justement nous parle de l'attitude surtout, et j'ai trouvé ça vraiment bien, et c'est très intéressant, et pour ceux qui suivent son blog ou son Facebook, on voit très bien que c'est un sujet qui est la raison, qui est fondamentale, c'est-à-dire que l'attitude de survie,
c'est le point de départ. Et je le dis souvent dans mes présentations ou même dans mes livres, si dans votre tête vous n'êtes pas prêt à faire la démarche, quelle qu'elle soit, que ce soit celle d'une base autonome durable ou aller en randonnée et vous perdre et donc retrouver le chemin pour revenir et survivre, eh bien vous êtes mal barré. Et donc c'est vrai que voilà, ce livre est très très bien illustré, j'ai beaucoup aimé la quantité des solutions. Donc effectivement, le mental, l'attitude juste, c'est la base, sans laquelle les compétences, le physique et éventuellement les kits et donc les outils, et c'est vrai que moi je vous parle souvent d'outils, mais c'est vrai que les outils ne sont rien par rapport à sans le reste, eh bien vous n'allez pas y arriver ou très difficilement y arriver. Et c'est vrai que cette attitude, d'une part, elle est innée, elle est instinctive, mais d'autre part, elle se travaille. Et donc pour y travailler, faut en prendre conscience. Et ce livre commence très très bien par cette approche, et puis il continue il va dans les détails, et ça aussi c'est très très appréciable. Voilà, par exemple dans les soins, il y a beaucoup de croquis, et je pense que c'est un livre extrêmement euh, bien fait pour tout ce qui est sorti. Il y a des belles photos en plus. Sortie en randonnée, sortie en forêt. Je pense que c'est un livre pour tout le monde, y compris les enfants. Moi, je pense que c'est un livre que je vais offrir à mes 4 enfants, donc chacun va en avoir un, parce que c'est une très très bonne introduction et elle est intelligemment. Il y a même des dessins qui vont plaire aux enfants à chaque chapitre, qui, qui vont les aider à démarrer. Et ça, j'ai trouvé très 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 bien. En plus, il y a vraiment les bases, comment lire une carte, comment s'orienter, quel genre de vêtements, avec quelle logique mettre les différentes couches. Alors, c'est des bases pour beaucoup de gens. Pour les gens qui sont experts en survie vont se dire, ouais, bon, on connaît. Non, mais il y a les bases, mais il y a en plus des petits trucs qui vont un peu plus loin. En plus, le texte est assez marrant. Alors, je pense que David Maniz, il s'est retenu dans ce qu'il a écrit par rapport à ce qu'il écrit dans ses blogs. Dans ses blogs, il est beaucoup plus punchy. Alors bon, c'est dommage. Moi, je préfère le côté punchy, le côté je rentre dedans. Et par exemple, dans ses blogs, il écrit, voilà, dans les règles des 3, il a ajouté 3 secondes sans faire de conneries. Et là, évidemment, il ne dit pas 3 secondes sans faire de conneries, mais il dit par exemple 3 secondes sans vigilance. Voilà, c'est ce genre bon, il a rendu le texte un peu plus grand public, mais c'est très bien. Et donc, voilà, on a toutes les approches. Je vais pas vous raconter le livre. Il y a un petit peu de tout sur l'hygiène, sur les soins, l'orientation, même un petit peu sur les plantes médicinales. Alors évidemment, ce livre ne va pas remplacer le livre de François Coupland sur les plantes comestibles en nature, mais il vous donnera une bonne introduction. Donc c'est à la fois un complément si vous avez déjà des livres, je vais vous en parler d'un autre, si vous avez déjà des livres plus spécialisés, mais en même temps c'est une excellente introduction si vous n'y connaissez rien, ou si par exemple vous n'avez que lu mes livres qui sont des livres plutôt de stratégie, de survie civilisationnelle, familiale, en ville ou pour les femmes, là vous allez dans les détails que je ne couvre pas dans mes livres. Donc moi je vous conseille à tous ceux, vous êtes plus de 100 000 à avoir acheté mes livres et donc plus de 300 000 les avoir lus, je vous conseille de lire ce livre. Donc David Maniz, tu devrais en vendre au moins 300 000 maintenant. Mais c'est tout ce que je lui souhaite parce que vraiment c'est très très bien fait. Donc en plus je trouve pas cher, 22 € pour un livre assez complet. C'est une bonne introduction. Après il complète des livres comme celui de Weizmann ou d'autres. Mais vraiment il est bien. Donc je vous le conseille, Manuel de survie en milieu naturel, David Maniz, édition Amphora. C'est très très bien. Et puis sachez qu'il fait des stages de survie. Vous verrez, il y a ce qu'il faut, il y a l'adresse dans ce livre pour y aller. Et je pense que tous ceux que je connais qui ont fait ces stages de survie étaient très contents. On a David Maniz et moi avons des amis en commun dans l'armée suisse et dans d'autres endroits qui en font l'éloge. Donc c'est très bien. Donc je vous le conseille. Manuel de survie en milieu naturel. Ce qui me fait parler, voilà, typiquement un livre que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, puisqu'on a eu un printemps extrêmement pluvieux, je me suis dit, bon, je vais peut-être apprendre un petit peu à en connaître un petit peu plus dans les champignons. Et donc j'ai trouvé un livre qui était bien, qui était une bonne introduction pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors si parmi vous il y a des experts en cueillette de champignons, bah voilà, vous avez déjà vos habitudes. Et surtout de montagne. Donc Guide des champignons de montagne de Bart Buick, édition Belin. Voilà, voilà. Alors je l'ai payé très cher en Suisse, mais peut-être qu'en France il doit être, voilà, je l'ai payé 30 francs en Suisse, mais je parie qu'en France il est à 16 €. Voilà, donc vous voyez, les prix en Suisse sont le double qu'en France, mais nos salaires aussi, au moins, donc c'est pas mal. Bref, Guide des champignons de montagne, très bien fait, parce qu'il couvre, je dirais, peut-être une centaine de champignons, et pour ceux qui, comme moi, sont en montagne, en Europe,
Eh bien évidemment, il fallait voir, voilà, par exemple, les champignons ne pas manger, la manite tue mouche, qui tue pas que les mouches. Et donc, très bon livre qui couvre, voilà, qui donne page par page une fiche par champignon, avec évidemment les mois, voilà, celui-là, juin, juillet, août, russule orangée grisonnante, voilà, comment la décrire? Il y a des photos en couleur, c'est appréciable. Où est-ce qu'on peut la trouver? Comment on peut la manger? Certains, on peut les manger cuits, d'autres, on peut les manger cuits et crus, d'autres, il ne faut jamais les manger, etc. Donc, c'est intéressant, et rappelez-vous, les premières fois que vous allez cueillir des champignons, allez voir un expert avant de les manger, pour être sûr, même si vous avez un très bon guide, vérifiez bien, parce que beaucoup de gens sont déjà morts, et beaucoup d'autres vont en mourir pour manger des champignons euh, vénéneux. Voilà, donc excellent livre, qui complète, encore une fois, qui complète ce que vous avez déjà pu voir. Guide des champignons de montagne, de Bart Buick. Ça me fait penser, puisqu'on est dans le détail, un des éléments que je préconise de stocker en grande quantité, c'est le sel. Et j'ai trouvé ce livre en visitant les mines de baies ici en Suisse, en amenant les enfants voir ce que c'est qu'une mine de sel. Des fois qu'ils fassent des conneries, qu'ils soient obligés de travailler dedans le jour où il n'y a plus d'électricité, qu'ils doivent le faire à la main. Bref, la fabuleuse histoire du sel sur le chemin de l'or blanc, livre de André Besson, édition Cavedita. Voilà, donc ça c'est un livre vraiment très très intéressant qui nous explique l'histoire du sel, pourquoi c'est tellement important et précieux à travers l'époque, et donc ça le reviendra, et donc évidemment pourquoi vous devez en stocker, pourquoi vous devez en avoir, et en plus il nous donne l'histoire de comment les économies se sont, dans le passé et probablement dans le futur, se sont organisées autour de la production de ce sel qui est vital. Rappelez-vous que dans notre organisme, nos cellules, elles baignent dans un liquide qui est celui de la mer, qui est celui dans lequel toutes les cellules biologiques vivantes se sont développées, c'est-à-dire la mer. Et la mer, c'est de l'eau, mais aussi du sel. Et donc, notre corps reconstitue et simule l'environnement originel de nos cellules, dans lequel les cellules peuvent vivre. Et donc nous avons besoin de sel et d'eau, essentiellement, pour faire vivre notre corps. Et donc c'est précieux pour avoir justement cette salinité dans notre liquide intracellulaire qui ressemble à celui de la mer. Donc nous avons besoin de sel. Et donc il y a du sel dans les aliments, mais ce sel les ajoute, en plus de donner du goût. Et donc forcément, il est fondamental, il a toujours été recherché. Et bon, évidemment, pour les personnes vivant au bord de la mer, c'est plus facile, mais pour tous ceux qui se réfugient à l'intérieur, dans les montagnes, dans les collines et dans les forêts, le sel est important. Et les carences de sel peuvent être très graves pour l'organisme. Donc, c'est un livre qui vous rappelle, et d'abord, il est très agréable à lire, il est très instructif, c'est un livre fascinant sur l'histoire de cet aliment, de ce minéral, et il vous rappellera à quel point c'est important. Donc je vous le conseille, La fabuleuse histoire du sel sur les chemins de l'or blanc de André Besson. Passons à un tout autre sujet. On parle du futur, on parle mais aussi du présent. Vous avez remarqué à quel point le terrorisme revient, parce qu'il était déjà là dans le passé, il revient. Un livre qui pourra vous être utile, c'est pas un livre récent, mais il y a une dizaine d'années. Un livre de Christophe Coppen, négociateur au RAID, donc RAID qui est une unité d'élite en France spécialisée pour la prise d'otages en terrorisme et autres, et qui notamment a une cellule de négociation, parce qu'il est vrai que dans une grande quantité de pétage de plomb du citoyen lambda, ou de crise, de prise d'otages, etc., on va essayer de négocier, on va pas juste, en tout cas c'est la stratégie occidentale, on va pas y aller tête baissée, comme peuvent le faire avec efficacité parfois. Par exemple, on a vu en Algérie une raffinerie de pétrole où il y a une prise d'otage, les troupes d'élite algériennes formées à la soviétique, ils y vont tout de suite, parce qu'on ne négocie pas. Et ça peut être une bonne stratégie de ne pas négocier. Enfin, il y a aussi la stratégie où on négocie, et donc dans ce livre, Christophe Coppen nous explique comment fonctionne la psychologie, bien sûr, du preneur d'otages, du gars qui pète les plombs, et comment fonctionne la psychologie du négociateur, et quels sont les outils importants pour prendre contact déjà, créer un lien
je ne sais pas si on peut dire de confiance, c'est un grand mot, mais en tout cas un lien où il y a une estime mutuelle, une forme de confiance qui fait que on va pouvoir peut-être dégoupiller ou épuiser mentalement, mais pas trop, le preneur d'otage ou le terroriste ou celui qui a des demandes, ou le tireur fou, ou celui qui se retranche chez lui avec son fusil, qui dit je vais tous vous buter si vous venez. Ça arrive ce genre de situation, et donc il y a des spécialistes qui peuvent y arriver. Alors c'est un livre très instructif, très qui donne. Moi j'ai surtout trouvé la bibliographie j'ai eu vraiment envie d'aller plus loin et lire d'autres livres sur le sujet, parce que je me dis, et l'auteur a raison, si aujourd'hui vous êtes face à une prise d'otage ou victime d'une prise d'otage, etc., évidemment, vous laissez faire la police. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore la police qui va intervenir, et donc le RAID en France ou dans d'autres groupes, ou d'autres groupes d'intervention dans d'autres pays. Donc, bien sûr. Mais si vous êtes dans un monde où il n'y a plus la police, comment vous allez faire? Alors, j'ai discuté au téléphone avec Christophe Coppen pour des informations que je mettrai dans un de mes prochains livres. Et c'était intéressant parce qu'on s'est dit, bah voilà, s'il n'y a plus de police, bah, ça c'est mal barré parce que vous ne savez pas faire. C'est vrai. C'est vrai qu'on est mal barré et il va falloir faire au mieux si on n'a vraiment pas d'autre choix. Toutefois, faire au mieux, en ayant lu ce livre, vous donne un petit plus. Et ce petit plus peut faire la différence. Je ne peux peut-être pas garantir quoi que ce soit, même les professionnels ne garantissent pas rien. Mais enfin, ce livre va vous donner le petit plus pour commencer à comprendre quelles sont les attitudes, surtout à ne pas faire, et quelles sont les attitudes à faire. Donc je vous le conseille, Négociateur au RAID, 18 euros, au Cherche Midi, de Christophe Coppen. Très bon livre qui vous apprend un nouveau sujet. Je pense qu'il est très bien. Pour terminer, un livre qui m'a beaucoup plu, un peu de fiction pour l'été, pour lire, en attendant la sortie de notre prochain livre NRBC. Alors un livre que je trouve excellent. Emmanuel Albache, Le Grand Rembarquement, aux éditions du Alpha. Je crois que ça s'appelle les bouquins Synthèse nationale. Emmanuel Albache avait déjà écrit un livre que j'avais lu cette année, qui m'avait plu, qui s'appelait Beyrouth 1976, un Français aux côtés des phalangistes. C'est qui relatait son aventure lorsqu'il était jeune, dans les fins des années 70, où il était allé se battre à côté des phalangistes pendant la guerre civile libanaise. Excellent livre. Et qui montre qu'il a de l'expérience. Emmanuel Albache est aussi un grand journaliste, un grand reporter. Et là, il a écrit ce livre qui est en fait une fiction qui nous plonge dans la France de 2017 à 2019. Et ce livre est extrêmement audacieux, il nous montre comment la France peut évoluer. Et je ne peux pas vous raconter les détails parce que ça vous priverait du plaisir de lire ce livre, mais il y a, je pense, une certaine prescience sur certains éléments. Alors, il y a des rebondissements assez impressionnants dans ce livre qui vous projettent de la région parisienne, du bureau de l'Élysée au banlieue nord de Paris, qui vous projettent dans la création d'un califat islamique en France, qui vous renvoie dans les châteaux normands, qui vous envoie à Yandous, un port de l'Arabie Saoudite, qui nous plonge dans l'univers de l'État islamique et à travers les routes françaises. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous priver, mais surtout ce que j'ai trouvé très bien dans ce livre, c'est tout d'abord, il décrit très bien la psychologie des hommes politiques et de leurs conseillers en France. Et il montre très bien à quel point, tant de l'UMP qu'au Parti Socialiste, à quel point ils sont mauvais. Et je le trouve très inspiré par rapport à la candidate qui n'est pas élue, du troisième parti qui pourrait arriver en pouvoir en France. Et je l'ai trouvé assez intéressant et plutôt bienveillant par rapport à ça. Mais enfin, très intéressant comme livre. En plus, il nous plonge dans la psychologie des chefs islamistes, qui d'ailleurs, je dois le dire, Al-Mandoub, je crois, il s'appelle Al-Mandoub ou Al-Mansoub. Al-Mansoub, peu importe. J'ai trouvé ce personnage et les autres, Al-Mandoub, pardon, oui, ça veut dire quelque chose en un. Le Al-Mandoub et les autres personnages islamistes, je les trouve très attachants et
il les a rendus extrêmement, je trouve, très respectables. C'est des gens qui sont intelligents, qui comprennent la stratégie militaire, mieux que certains généraux de l'armée française d'ailleurs, dans le livre en tout cas, mais je pense dans la réalité aussi. Ce sont des gens fins, pragmatiques, motivés évidemment par la foi. Et donc ce livre, je le conseille à tout Français qui a envie de comprendre quels sont les risques de guerre civile dans les prochaines années. Mais quelque part, c'est aussi un livre que tous les musulmans doivent lire pour comprendre à quel point, justement, le grand embarquement, ça peut être une solution plus intéressante que la guerre civile. Alors, ce livre est vraiment génial. Je vais vous dire juste un petit bémol, mais c'est pas un bémol, c'est un bémol avec lequel je discuterai passionnément avec l'auteur. D'ailleurs, si Monsieur Albache me fait le plaisir de venir à Genève ou si on se rencontre en France, j'aurai un grand plaisir à discuter de son expérience, tout d'abord, au Liban et ailleurs, mais aussi de quelques points qui, à mon avis, très humblement, il a oublié. Je ne sais pas si c'est le mot juste, je ne vais pas comme ça sembler. Enfin, à mon avis, qui manque dans le livre. C'est pas un oubli, c'est peut-être qu'il manque. C'est tout d'abord, il le mentionne légèrement, c'est qu'est-ce qui se passe dans une armée française en cas de guerre civile, en sachant que 40% de l'armée de terre est de confession musulmane. Ça, c'est une première question. Je dis 40%, je suis pas certain. Peut-être c'est moins. Mais enfin, il y a une proportion importante. Alors, on a plein d'anecdotes probablement qu'on pourra s'échanger sur des infos un peu privées, enfin, confidentielles qu'on a reçues, lui et probablement et moi aussi, qu'on connaît peut-être en commun. Sur ce qui se passe vraiment dans l'armée française. Ensuite, deuxième élément peut-être entre guillemets oublié, c'est qu'en lisant ce livre, on a l'impression qu'en France, il n'y a qu'une population française de souche, une partie complètement soumise et complètement, bon ça on le sait, c'est vrai, et une autre partie qui est un peu plus patriote, qui peut se réveiller. D'un autre côté, on a une population musulmane dont une partie est fanatique et qui prend en otage tout le reste. Bon, ça c'est possible. Mais il me semble en France qu'il y a toutes sortes d'autres communautés. Il y a des communautés juives qui sont peu nombreuses mais quand même assez puissantes dans certains milieux. Mais il y a aussi les communautés des Antilles, de la Guadeloupe, etc. Et puis il y a une grande quantité de communautés africaines et un petit peu d'asiatiques. Celle-ci manque. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette guerre civile qui se met en place. Que va-t-il se passer? Est-ce que les Africains ils sont tous avec les islamiques? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais, de Maliens musulmans, puis, ou pas. Que se passe-t-il des Africains ou des Antillais qui sont catholiques ou qui n'ont pas de religion, qui s'en foutent? Voilà. Et puis, dans un autre élément qui est peut-être, c'est pas du tout une critique, parce que vraiment le livre, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Et si vous êtes corse, il faut lire ce livre. Ce livre, si vous êtes corse, c'est très très bon. C'est les Corses qui sauvent la France. C'est assez excellent. Bref, ce ne serait pas la première fois d'ailleurs. Euh, il y a un autre élément qui peut-être est à creuser ou qui, voilà, qui manque. Donc, je viens de perdre le fil. C'est voilà, c'est voilà, les islamistes, etc. C'est qu'en fait, je pense que ce livre est très optimiste quant à la violence réelle qui pourrait se déclencher en France, mais qu'il est à la fois optimiste, mais en même temps il est assez réaliste par rapport à une certaine forme de suivisme de la population française quant à... Alors ça peut basculer tout d'un coup vers autre chose, mais cette autre chose reste quand même assez organisée et structurée. Et je pense qu'il sous-estime, il est optimiste parce qu'il sous-estime dans ce livre la capacité de l'économie française à nourrir et à faire vivre la population en cas de rupture. Et là, clairement, il y a une rupture, une très grosse rupture qui se met en place. Et puis ensuite, ah oui, pour tous les gens qui parlent de rémigration, souvent ils prennent en compte, alors c'est possible que ça finisse comme ça, je veux dire, les Allemands, au bout d'un moment, en 1900, entre 42 et 45, ils n'ont pas vraiment fait dans le détail quant à qui devait partir et qui pouvait rester. Alors c'est un long sujet, mais en gros, à un moment, ils se sont pas dit oui, mais non, ils ont dit voilà, si tu es juif, si tu es dans cette catégorie de personnes, tu dégages, tu pars, tu vas à l'Est, et c'est tout. Et là, le problème, c'est qu'en cas de problématique de scission ou de sécession d'une partie de la France ou de cassure de la France en plusieurs régions, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont mélangés? C'est-à-dire, tout d'abord, bah, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont parfaitement et vraiment intégrés dans l'économie française, y compris culturellement. C'est une minorité, probablement, mais c'est une minorité importante des Français musulmans. Ensuite, il y a tous les métis, tous les mélanges.
tous les gens, tous les Français, Françaises qui ont épousé un ou une musulmane, ou d'origine musulmane, ou d'origine non européenne, et qui sont plus ou moins croyants, ou plus ou moins pas du tout croyants, etc. Tout ça, c'est une mosaïque qui va être compliqué et qui est compliqué à gérer. Et je pense que le livre ne touche pas ça. Mais c'est pas grave, c'est pas un défaut. Le livre touche, puisqu'il se situe plutôt dans les sphères de décideurs. euh, euh, à la limite, ça montre aussi que ces décideurs ne réfléchissent pas assez loin à la problématique. Voilà, c'est simplement pour dire que souvent, lorsqu'on parle j'entends des gens parler de rémigration, je pense qu'ils se rendent pas souvent compte de la complexité et de la subtilité du problème, et sans parler même ensuite de la logistique. Là, en revanche, la logistique, très bien pensée, très bien réfléchie. Il y a deux, trois plans machiavéliques de chaque côté qui sont vraiment, vraiment très intéressants, qui rendent la chose très plaisante à lire, et peut-être tout à fait, comment puis-je dire, réaliste dans un certain point de vue. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à long terme et qui réfléchissent bien. Donc voilà, Le Grand Rembarquement, Emmanuel Albache, édition du Alpha, 26 euros. C'est un très bon livre à lire cet été sur la plage, et j'espère que le mien sortira avant vos vacances aussi. À très très bientôt, et prenez soin de vous, et puis bonnes vacances.